Bonjour, chers maîtres, chers confrères. Permettez-moi de vous présenter un cas de TDM maintenant. Il s'agit d'un petit garçon de 9 ans qui présente depuis 2 mois une douleur abdominale avec une altération d'état général. À l'examen clinique, une masse pelvienne a été palpée, bilan biologique est revenu sans anomalie et une TDM abdominopelvienne a été demandée. Voici l'image, la masse qu'elle a mise en évidence. Sans tarder. Il s'agit d'une volumineuse masse abdominopelvienne qui est présacrée, qui est tissulaire, bien limitée, qui a des contours irréguliers, qui est rehaussée de façon hétérogène et présente une large plage de nécrose centrale. Donc son rapport principal est en arrière, elle lise le corps vertébral de la première vertèbre sacrée avec une atteinte du premier trou sacré avec un envahissement endocanalaire comme on voit, excusez-moi. Comme on voit ici, avec une envahissement endocanalaire, comme je disais. En avant, elle atteint la paroi abdominale, elle englobe les vaisseaux qui restent toutefois perméables. Donc, devant cette imagerie, un complément IRM a été réalisé. On voit les séquences sagittales en T2. Je ne sais pas si ça va trop vite. Voici les axiales. Pardon? De toute façon, voici une plaque résumée rétrorectale. Voici les images d'IRM, comme on voit un peu mieux le rapport endocanalaire, surtout avec les racines nerveuses, une restriction en diffusion et un rehaussement intense. Donc c'est comme au niveau de la TDM, c'est un voluminoprocessus qui est abdominopelvien, qui est au siège présacré, bien circonscrit, qui est en isosignal T1 et T2, qui renferme une large plage de nécrose et qui envahit la première vertèbre sacrée au niveau du corps avec une extension endocanalaire. Donc, devant cette image, nous sommes devant une masse présacrée chez un enfant. Donc, commençons par un rappel d'abord sur cet espace présacré ou rétrorectal. Il est limité en bas par les muscles releveurs de l'anus et les muscles rétrococcygènes, le plancher périnéal. En avant, il est limité par la paroi postérieure du rectum ou du digestif. Et en arrière, par les vertèbres sacrées et le coccyx ou le fascia présacré de Waleder. Son contenu, c'est un espace qui est virtuel théoriquement, mais il contient de la graisse, du tissu mésenchymateux, des plexus nerveux issus des trous sacrés, des vaisseaux et des lymphatiques. Donc, à partir de ce contenu, nous pouvons tirer une gamme diagnostique qui est la suivante. Donc, ce sont les tumeurs et pseudotumeurs rétrorectales. Premièrement, on retrouve les tumeurs congénitales qui vont être scindées en tumeurs vestigiales et non vestigiales. Les tumeurs non vestigiales, on peut citer les chordomes, les méningocèles et les hémangiomes. Les tumeurs vestigiales, quant à elles, peuvent être divisées selon leur aspect kystique, qui sont les kystes entéroïdes, dermoïdes, ou les kystes épidermoïdes, ou les et non kystiques pour les tératomes qui sont plus malins. On peut avoir des tumeurs d'origine nerveuse, type neurofibrome, schwannome, et les tumeurs d'origine osseuse. Comme on peut retrouver d'autres étiologies qui vont se localiser au niveau pelvien, le kystidatique, les lymphangiomes kystiques, ou parfois des léomes synchromes. Donc, comment nous allons nous orienter devant une gamme diagnostique aussi large? Il faut d'abord caractériser la nature de cette lésion. Est-ce qu'elle est solide, mixte ou kystique? Nous allons chercher une composante graisseuse, donc soit au scanner, soit analyser un contenu en hyper-T1 à l'IRM, rechercher les calcifications, rechercher les rapports avec l'os, la lyse, les rapports avec le rectum et le rapport surtout aussi avec les trous de conjugaison. Donc, le couple IRM-TDM est très utile. Bien sûr, la TDM va pouvoir caractériser, comme j'ai dit, le caractère solide, surtout chercher les érosions osseuses et donner une extension au niveau du pelvis. Et l'IRM va être capital pour voir l'extension endocanalaire et le rapport avec les nerfs et le sac dural. Donc, revenons à notre cas. Devant cet aspect, on peut d'emblée éliminer les masses kystiques à type de méningocèles antérieures qui sont, elles, liquidiennes, comme on voit ici, associées à des malformations au niveau rachidien. On peut éliminer aussi justement les tumeurs vestigiales kystiques, comme on voit ici, c'est les duplications rectales, on ne sait pas l'aspect, et d'autres causes comme les kystidatiques au niveau pelvien ou un lymphangiome kystique. Donc, nous restons devant une masse solide, présacrée. Donc, commençons par les cordons. Ce sont des tumeurs osseuses malignes, rares,
qui comptent à 2 à 4% des tumeurs osseuses primitives. Elles sont situées sur la ligne médiane, c'est-à-dire elles peuvent être étendues du clivus au coccyx. Mais c'est une tumeur généralement du sujet adulte, qui apparaît entre 40 et 60 ans, même si elle est possible, mais est rare avant 20 ans. Elle a une discrète prédominance masculine. Elle se développe à partir d'un reliquat de la notocorde au niveau du squelette axial, soit au niveau des corps vertébraux, soit au niveau des disques. Elle est plus fréquente au niveau du clivus, au niveau du sacrum, à cause des remaniements au niveau de la vie embryonnaire à ces deux endroits. Donc, pour l'imagerie, elle a un aspect assez typique en TDM. Elle a des contours lobulés. Elle peut avoir un contingent hyper T1, hypo T2, un contingent myxoïde. Elle présente des calcifications intratumorales qui sont amorphes, fréquemment. Une ostéolyse médiane et paramédiane avec une prise de contraste hétérogène. Donc, à l'aspect, l'IRM retrouve justement cet aspect lobulé en pseudopode avec une pseudocapsule qui est en hyposignal sur toutes les séquences. Donc ça, c'est un cas que j'avais vu à l'INO. Donc on retrouve l'hyposignal justement avec une capsule et un aspect lobulé. Pour comparer à notre cas, ce qui est en faveur, c'est la localisation, le caractère solide avec une lyse osseuse, mais ce n'est pas l'âge, on n'a pas de calcification, on n'a pas de lobulation et on n'a pas de capsule non plus. Notre image est centrée plus sur le sacrum que sur le coccyx, donc je crois que c'est un diagnostic qu'on peut éliminer d'emblée. Pour les tératomes, les tumeurs congénitales vestigiales non kystiques, le tératome sacrococcygien, bien sûr, est à évoquer. C'est une tumeur vestigiale du nouveau-né ou de la période néonatale. Elle est rare chez le grand enfant, même si certains cas ont été décrits dans la littérature. Le diagnostic est généralement à l'échographie anténatale, comme je disais, et le tératome peut être soit mature, bénin, bien différencié, issu des tissus nerveux, osseux, cartilagineux, pulmonaires, ou un tératome immature. Le bilan biologique ici peut être orientateur car l'alpha-fétoprotéine est élevée dans les tératomes malins. Donc, il y a une classification qui va dépendre de la composante externe. Dans notre cas, bien sûr, le diagnostic différentiel va se poser par rapport au type 4, qui est un tératome sacrococcygien qui est en entier présacré et qui pose un diagnostic plus difficile. Pour l'imagerie, comme je disais, soit on retrouve un tératome bénin kystique avec les trois composantes liquidienne, solide, décalcification et graisseuse, c'est quasi pathognomonique, soit on a un tératome malin qui est plus tissulaire, hétérogène, et s'il est volumineux, on peut retrouver une nécrose centrale. Dans ce cas, l'IRM va permettre de préciser ses caractéristiques, ses rapports avec le sphincter. Donc un envahissement des organes de voisinage va signer justement son caractère malin. Il faudra aussi chercher des métastases pulmonaires, hépatiques et péritonéales. Donc, il y avait un joli poster qui a été réservé trouvé avec les images du service. Donc ça, c'est un cas du service qui porte un tératome. C'est juste pour vous montrer que c'est possible que ces calcifications évoluent sous forme carrément d'ossification. On retrouve ici une IRM anténatale pour montrer un aspect de tératome, mais celui exopelvien. Et ici, c'est un cas qui a été déjà présenté par Dr. House, qui était un tératome sacrococcygien. C'est un grand enfant. Elle a 10 ans, cette petite fille. Et la biopsie a parlé de tératome, justement, sacrococcygien, mais qui est malin. On retrouve la restriction de diffusion. Donc, devant ce cas aussi, on a pas mal d'éléments contre, notamment l'âge, puisque le tératome touche généralement la période néonatale, le sexe et une prédominance féminine. Nous n'avons pas de calcification, pas de composante graisseuse, et il n'est pas centré sur le coccyx, et il n'y a pas d'extension au niveau du périnée. Donc, nous pouvons toujours l'éliminer. Passons maintenant aux tumeurs plutôt d'origine nerveuse. On va commencer par le chevanon, qui est aussi une tumeur de l'adulte, même si elle peut être rare, mais elle peut être présente chez l'enfant, mais c'est très rare. Donc c'est une tumeur, il faut savoir, d'origine nerveuse qui est ubiquitaire. Elle peut toucher toutes les racines nerveuses, sauf les paires crâniennes 1 et 2. Donc elle se situe préférentiellement au niveau intracrânien. C'est une tumeur qui est généralement bénigne à développement lent. Donc elle va avoir des caractéristiques sémiologiques, surtout à l'IRM, qui est bien encapsulée. On voit ici une capsule en hypo T2 lorsqu'elle est de petite taille. Elle peut être homogène, mais quand elle grandit, on va retrouver une nécrose centrale. Et son caractère lent va pouvoir un rapport avec le trou de conjugaison, justement, si elle peut avoir une extension intramédulaire. Donc là aussi, ce n'est pas l'aspect. C'est une tumeur plutôt qui touche le sujet plus adulte. Nous n'avons pas l'aspect ensablier qui peut être typique et évocateur du chevanome. Nous n'avons pas, nous avons une lyse osseuse alors qu'elle est rare et on n'a pas de capsule. Une autre tumeur d'origine nerveuse, c'est le neurofibrome. C'est une tumeur qui est d'origine ectodermique, qui est rare. Elle peut être solitaire, mais elle est souvent retrouvée plutôt dans un contexte de neurofibromatose type 1 chez l'enfant.
C'est une tumeur à croissance lente qui s'étend dans le rétropéritoine au niveau de l'espace présacré des tissus mous. Dans la plupart des cas, elle se manifeste plutôt à la deuxième, troisième décade, comme j'ai dit, sauf quand elle est associée à la neurofibromatose. La TDM va étudier son extension tumorale au niveau du plexus sacré et la différencier d'un neurofibromatose. Donc, la différencier justement avec le diagnostic différentiel. Quant à l'IRM, elle va préciser le siège exact, les rapports. On va retrouver un hypersignal T2 et un rehaussement homogène après injection. Dans notre cas, nous n'avons pas d'hypersignal T2. Là, elle n'avait pas de contexte de neurofibromatose. La masse était unique, alors que généralement on peut retrouver des masses multiples. Donc c'est aussi un diagnostic qu'on a pu éliminer. Une autre tumeur toujours d'origine nerveuse qui peut se retrouver dans cette localisation très sacrée, c'est le neuroblastome. C'est une tumeur maligne embryonnaire qui est développée à partir de tout ce qui est le tissu sympathique, qui a la particularité d'être sécrétante. Elle peut se développer à n'importe quel point de l'organisme, comme on a dit, donc à partir des structures nerveuses, tout le long du rachis. La localisation préférentielle, c'est au niveau abdominal. Mais le neuroblastome pelvien compte pour 5% des cas. Il va se manifester essentiellement par des signes de compression, au niveau rectal, à la constipation, au niveau vésical. On peut avoir des œdèmes des membres inférieurs à cause de la compression veineuse. Mais c'est une tumeur qui est généralement volumineuse, homogène. À l'imagerie, elle est de densité tissulaire, elle est faiblement rehaussée. On retrouve des calcifications qui sont parfois fines, un rehaussement hétérogène en cas de tumeur volumineuse. Celle-ci va être médiane, on va chercher qu'elle dépasse la ligne médiane, elle va englober les axes vasculaires. Faudra chercher l'extension endocanalaire au niveau des trous sacrés, l'envahissement des ganglions. Ici, on retrouve et l'infiltration des fosses iliaques. Pour le neuroblastome pelvien. On retrouve des cas du service. Ici, on a un cas IRM d'une récidive d'un neuroblastome avec l'hypersignal T1, le signal homogène en T2, même s'il peut être latéralisé. Donc, ici aussi, nous avons pas la mal d'éléments qui sont contre, à savoir une lyse osseuse qui est importante. Nous n'avons pas de rapport avec les trous de conjugaison et le signal était hétérogène. Et nous passons enfin aux tumeurs d'origine osseuse, à savoir, on va évoquer en premier le sarcome d'Ewing, qui est une tumeur osseuse primitive maligne, qui atteint préférentiellement l'enfant et l'adolescent, et plus rarement l'adulte. Elle siège préférentiellement au niveau des os plats, et s'accompagne d'une importante extension au tissu mou. Néanmoins, tous les os du squelette peuvent être touchés. La localisation vertébrale est rare, elle représente 3,5 à 15% de l'ensemble des localisations. Et c'est une tumeur qui est redoutable parce qu'elle peut être métastatique, bien sûr, préférentiellement au niveau du poumon, au niveau des os. Et le pronostic est plus péjoratif au niveau vertébral à cause de l'extension endocanalaire, justement. L'atteinte du sacrum est prédominante au niveau du rachis. Donc, d'abord, c'est l'atteinte sacrée, suivie par le rachis lombaire, le rachis dorsal. Et il y a bien sûr une prédominance pour le sexe masculin. Le pic d'incidence est entre 5 et 9 ans. À l'IRM, c'est une tumeur en hyposignal T1, en isosignal T2, avec un rehaussement après injection. Elle va permettre justement de caractériser l'extension tumorale locale et chercher des skip métastases. Pour notre cas, c'était un petit garçon de 10 ans. La masse avait une atteinte vertébrale avec une extension massive au niveau des parties molles et la biopsie avait confirmé le diagnostic d'un sarcome d'Ewing sacré. Donc, en guise de conclusion, devant une gamme diagnostique aussi large, ce qu'on attend du radiologue, c'est surtout caractériser la lésion, essayer de chercher son point de départ et son rapport avec les structures nerveuses et osseuses. Même si le diagnostic reste essentiellement histologique, il faudra aussi surtout déterminer l'extension au niveau du pelvis, les rapports avec les organes, et réaliser bien sûr la biopsie qui va poser le diagnostic. Je vous remercie.